Vous le savez, ici on parle vélo sous toutes ses formes. Alors si je vous disais qu'il existe en France une fédération qui vous fait vivre cette passion toute l'année partout en France. La Fédération française de cyclotourisme, FF Vélo, à ne pas confondre avec la FFC. C'est plus de 110 000 adhérents, 3 000 clubs sur toute la France et des milliers d'événements pour tous les styles, toutes les pratiques et surtout celui du plaisir de rouler sans compétition mais avec passion. Que vous soyez déjà dans un club ou que vous rouliez entre amis le week-end, sachez qu'il est très simple de créer votre propre asso et de rejoindre la fédération. En vous affiliant, votre asso et ses membres bénéficient d'une couverture adaptée et vous êtes couvert en cas d'accident, qu'il soit dans le cadre d'une sortie groupée ou même en solo. Cela vous garantit une tranquillité d'esprit lors de vos sorties, tout en offrant un cadre sécurisé pour organiser vos événements, avec le soutien de la fédération. Alors que vous soyez 5, 10 ou 20 à rouler ensemble, créez votre association, c'est simple, accessible et cela peut tout changer. D'ailleurs, du 3 au 10 août à Orléans, FF Vélo organise la semaine fédérale, 8 jours de vélo et de fête, avec des parcours route, VTT et gravel ouverts à toutes et tous. Et pour les amateurs de défis, il y a aussi la cyclo-montagnarde, 200 km, 4000 mètres de dénivelé, un véritable challenge. La Fédération française de cyclotourisme, c'est le vélo pour tous, avec tous. Toutes les infos sur le site ffvélo.fr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Alors un épisode un peu particulier puisque nous avons un invité aujourd'hui. Alors déjà j'ai le plaisir de retrouver Camille. Salut Camille. Salut Arnaud. Il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois qu'on a enregistré ensemble. On n'en parle pas. Il faudra qu'on en parle. En tout cas je suis très très heureux de te retrouver sur ce podcast Tous en selle. Et puis on a l'honneur d'avoir Priscilla avec nous. Salut Priscilla. Et quel honneur. Bonjour Arnaud, bonjour Camille. Je suis ravi. C'est vrai que ça fait 3 ans à peu près la première fois qu'on avait échangé de faire un podcast ensemble. Écoute, il faut du temps pour les plus beaux projets. Exactement. Donc bienvenue sur le podcast Tous en selle. On lance cette saison 1. On est ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui à Lyon pour parler d'un sujet qui nous tenait à cœur. Et quand on a commencé à travailler sur cet épisode avec Camille, on s'est dit mais qui est-ce qu'on pourrait inviter forcément. J'ai naturellement pensé à toi. Je vais te laisser te présenter, voilà, parce que les auditrices et auditeurs qui nous écoutent ne te connaissent pas forcément, les gens qui ne sont pas sur Lyon. Sur Lyon, tu es quand même maintenant bien en place, mais je vais te laisser te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Je vais faire un petit focus sur le vélo parce que je crois que c'est ce qui nous intéresse le plus. Je m'appelle Priscilla Petitjean, j'ai 37 ans et mon premier métier dans le vélo, j'ai eu à 21 ans en tant que mécanicienne cycle. Donc ça fait plus de 16 ans maintenant que je suis dans le vélo et je suis passée par aussi bien l'autoréparation que la réparation sur des chaînes de montage, que la réparation en itinérance. Effectivement, le domaine social et jusqu'à aujourd'hui, avoir créé ma structure et du coup être grande chef, grande Manitou. Voilà. J'essaye aujourd'hui d'apporter un point de vue un peu différent dans le monde du cycle et celui d'industrie en essayant de faire valoir 2 arguments qui, à mon sens, sont plutôt forts. Donc, c'est celui effectivement du social parce qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un maximum d'énergie pour procéder à un changement et je pense que cette force-là n'est pas mettre de côté, au contraire. Et forcément, également, la voix des femmes. Du coup, on se dit que moi, j'habite pas à Lyon. Et moi, je sais pas du tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi les ateliers de l'audace? Comment l'idée t'est venue? Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça représente pour toi, etc. À Lyon, je kiffe ma vie. J'avais un rêve un peu fou avec 2 ou 3 têtes brûlées qui était par la réparation de vélos, d'essayer de faire les choses, d'apporter un peu de positif à cet univers. Donc, de façon beaucoup plus concrète, en fait, on a créé une structure il y a bientôt 5 ans de ça qui s'appelle les Ateliers de l'Audace. C'est une association chantier d'insertion. Donc, le but, en fait, c'est d'apprendre à des personnes qui sont éloignées de l'emploi à la réparation de vélos et plus précisément le métier de réparateur de cycle. Mais comment t'es venue l'idée, Priscilla? Est-ce que tu te souviens à quel moment? C'est-à-dire que c'est toi en faisant ce métier tous les jours où tu t'es dit mais en fait ça pourrait être un outil justement qui serve à... Ce métier pourrait permettre de réinsérer justement les gens qui sont loin de l'emploi. Comment t'es venue l'idée de créer les ateliers de l'audace? Alors, juste avant de répondre à ta question, je vais juste faire un tout petit point de sémantique. Je me fais, on va dire, un devoir de le dire. Il y a une vraie différence entre réinsertion et insertion.
La réinsertion, c'est uniquement pour les personnes qui sont issues de milieu carcéral. Et l'insertion, c'est pour toutes les autres personnes. Donc, du coup, voilà, nous, notre métier aux Ateliers de l'Audace, c'est beaucoup plus sur l'insertion en général. Et du coup, comment ça m'est venu ? Je pense que comme beaucoup de personnes, je suis venue au vélo par rapport à un parcours personnel et ma propre expérimentation. Et également, en fait, j'ai eu la chance de lancer pour une association à Lyon qui s'appelle le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, un atelier où je formais des sans-abri à la réparation de vélos. Et durant 4 ans, j'ai pu accompagner des personnes directement sur le terrain, donc environ une centaine de personnes. Et ça m'avait permis d'établir 2 constats. Le premier, c'est que sur les hommes, le vélo, avec un grand H, n'est-ce pas, le vélo a un effet assez incroyable, extraordinaire et juste indubitable. Et je pense qu'il faut vraiment réussir à poser ce regard-là sur le cycle aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'essaie de porter ce point de vue. Et la deuxième chose, c'est tout ce que l'on peut en faire en termes d'opportunités écologiques par rapport au vélo. C'est-à-dire que nous, notre petite activité qui semblait embryonnaire, très rapidement a dégagé énormément de volume de déchets. Et moi, je suis une éternelle optimiste. Je pense que de toutes les difficultés, on peut tirer des opportunités. Donc, face à ces 2 constats, comme beaucoup de personnes, en fait, j'ai voulu pouvoir apporter ma pièce, au changement, à l'édifice, comme on dit. Et du coup, je me suis lancée dans la création d'une structure. Et du coup, voilà, on est parti avec 3 francs 6 sous. Et aujourd'hui, en fait, donc pour rebondir sur qui sommes-nous à Lyon, on a 2 structures en fait où tu peux venir faire réparer ton vélo. On est à mi-chemin, en fait, en espèce de décathlon éthique. Donc, tu viens, tu fais réparer ton vélo. La différence, en fait, c'est que nous, tout ce qui est créé comme richesse, en fait, est directement réinvesti pour le métier, les personnes, la formation. C'est à but non lucratif, comme on dit. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on a un petit peu l'Emmaüs du cycle. C'est-à-dire, en fait, ton vélo, tu n'en veux plus. Plutôt qu'il aille directement en déchetterie où actuellement, les vélos, faut le savoir, ils sont enfouis sous terre. Donc, on parle effectivement de 60 000 tonnes de vélos par an. Donc, je vous laisse faire le calcul en nombre de vélos unitaires, mais ça fait quand même plusieurs millions d'unités. Chez nous, en fait, ces vélos-là, ils vont servir de matière première à la formation des personnes et ils vont avoir 100% d'entre eux une issue vertueuse. Soit ils seront revendus, soit ils seront utilisés pour pièces, réparés, soit ils seront recyclés. Voilà nos 2 activités. Et aujourd'hui, à Lyon, on emploie 40 personnes. Donc, être passé de 3 bénévoles à 40 salariés en l'espace de 5 ans, effectivement, ça fait un peu de bruit. On a une structure de 300 mètres carrés en plein centre de Lyon 3e. Et on a également lancé un bistrot vélo avec Nomad Kitchen sur les quais du Rhône qui s'appelle le Velcro. Et ça fait quoi 2 ans que vous avez lancé à peu près ? Ça fera 2 ans en avril. Ça fait beaucoup d'informations. C'est incroyable. J'ai une première question. Tu disais que vous formiez au métier du cycle. La formation, c'est un CQP ? Alors, actuellement, on est en mesure, dans l'atelier, de délivrer 50% du CQP. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est que le CQP, il y a 2 gros morceaux. Le premier, effectivement, c'est axé sur la mécanique et le deuxième sur le côté vente-commerce, la relation commerciale. Et du coup, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on puisse mettre en place. Sauf que l'association, elle est encore jeune et on n'a pas la prétention de pouvoir mener tous les combats en même temps. Donc là, pour l'instant, effectivement, on délivre la moitié et on espère, l'année prochaine ou celle d'après, pouvoir délivrer effectivement 100% du diplôme. Génial. Mais il faut savoir que 75% des personnes qui sortent de nos ateliers se dirigent vers la reprise d'un parcours scolaire, et notamment de diplôme, et celui du cycle. Ok. Et autre question, toujours sur ce parcours de formation. Toi, tu as une formation de mécanicien cycle que, du coup, tu me disais, ça fait 16 ans que tu fais ce métier-là. Ouais. C'est un métier où il y a peu de femmes. Aujourd'hui, les femmes que je connais sont les meilleures mécanos de la Terre, clairement. Mais vous êtes peu nombreuses. Pourquoi toi, t'es venue à faire ce métier ? Parce que t'es venue très jeune. On voit beaucoup de nanas qui se retrouvent aujourd'hui en reconversion et qui font ça. Mais toi, t'as commencé à 21 ans direct. Pourquoi ? Comment ? Alors en fait, moi la formation que j'ai, c'est débrouille-toi avec tes 10 doigts. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se replonger il y a 16 ans en arrière. On va dire, le vélo, il a commencé à être sexy, pour employer les mots marketing, il y a 4 ans, 5 ans après le Covid. On a commencé à avoir quelque chose, un début d'effervescence, et puis depuis un raz-de-marée. Mais il y a 16 ans... Vrai, il y a 16 ans, c'était pas du tout... Puis même, je pense aux infrastructures, on habite Lyon tous les deux, c'est vrai que moi je me déplace maintenant à Lyon, je trouve qu'il y a des pistes qui sont quand même vachement évoluées par rapport à il y a 16 ans. 16 ans, il y avait rien, les quais n'étaient pas aménagés.
que ça soit à Lyon ou ailleurs. Mais bien sûr, une autre vie de vélo-taffeur, quelque part. Mais oui, imagine la tête de ma mère quand je lui ai dit, écoute, je vais être mécanicienne cycle. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je veux trouver un emploi sûr. C'est comme quand tu dis, je veux être artiste. Non, mais il te faut un emploi sûr. Non, mais même, c'est même au-delà d'artiste. En fait, c'était un métier qui quasiment n'existait pas, qui n'avait aucune visibilité. Et très clairement, ce qui m'a amené à ça, c'est, on va dire, une indépendance assez rapide. Et du coup, à l'époque, l'alternance était encore moins rémunérée que ça ne l'est aujourd'hui. Et du coup, j'avais réussi à trouver un job en alternance, sauf que c'était à 20 km de chez moi. C'est-à-dire que moi, j'étais à Moulins-à-Vent, à quartier de l'an 8e, et mon job était à Pusignan. Donc, pour ceux qui se situent, c'est à côté de l'aéroport Saint-Exupéry. Du coup, je n'avais pas de permis, il n'y avait pas de tram, il n'y avait pas de bus. Et par contre, j'avais décroché un sésame, une alternance. Il fallait que je me bouge les miches et que j'y aille. Donc, j'ai acheté un vélo à 40 € au marché, parce que c'est comme ça qu'on commence tous, c'est en achetant un vélo tout pourri. C'était un vieux gitane. Une vieille randonneuse, et me voici pas partie à faire mes 40 km par jour pour aller à mon job, sauf que très rapidement mon vélo m'a dit écoute, vas-y toute seule. Et du coup il a fallu le réparer, donc parcours assez logique, je suis allée voir nos copains chez Decathlon, qui reste la référence numéro 1 en ce qui concerne la réparation de vélo, enfin tout du moins le premier réflexe. Et du coup ils m'ont dit bien sûr on va vous faire ça en 2 mois et puis ça vous coûtera 2 reins, sauf que moi je devais pédaler le lendemain sur mon vélo et que du coup j'aurais bien aimé garder mes reins. Et probablement que leur service aujourd'hui cycle n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Non, mais avoir un atelier, c'est vrai que c'est Decat il y a 16 ans, je suis même pas sûr que ça... qui s'était développé, quoi. Non, on était effectivement à l'âge de pierre du vélo. Tout à fait. En fait, le vélo, à l'époque, était encore envisagé sous son angle de loisir. Donc, c'était le vélo qu'on amenait au camping pour pouvoir se déplacer chaque année en été. Mais au-delà de ça, en fait, le vélo taf était quasi inexistant. Donc, moi, voilà, j'étais sur la route nationale avec ma randonneuse gitane à faire mes 40 km par jour. Effectivement. Donc, j'ai commencé, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec mes 10 doigts, débrouille-toi, réparer le vélo. J'ai connu, donc, du coup, une association qui s'appelle le Recycleur dans les pentes de la Croix-Rousse, où j'ai usé mes premiers fonds de culotte par moi-même, réparé mon propre vélo. Et je me suis rendu compte que cette expérience-là me faisait énormément de bien. Je pense que c'est comme beaucoup de personnes, quand vous concrétisez quelque chose avec vos propres mains, que ce soit pour certaines personnes juste faire le ménage, d'autres faire un gâteau, d'autres aller plus loin dans une performance artistique, ça amène... une certaine sérénité et du coup, c'est quelque chose, j'ai eu le virus, comme toutes les personnes qui mettent les doigts dedans. J'ai été piquée et depuis, l'histoire a continué. Ah, c'est une belle histoire en tout cas. Moi, j'écoute, tu vois, je suis comme ça, je trouve ça génial. Et donc, alors il y a le fait d'être, de trouver sa voie, d'être bien dans son métier. Et quand tu le faisais, tu te sentais bien, mais il y a encore un step de dire, en fait, je vais le partager à d'autres, et puis je vais emmener d'autres personnes avec moi, et puis c'est comme ça que les ateliers ont été créés. Comment ça s'est matérialisé tout ça? Parce que tu fais les choses quand même tu fais les choses dans l'ordre. On voit que tu pars pas dans tous les sens, on voit que c'est, je vais pas dire calculé, mais sous contrôle. C'est-à-dire que il y a ce côté un peu, oui, je vais faire réparateur vélo il y a 16 ans, mais en même temps, c'est quand même bien cadré. Quels sont les... alors, il faut se remémorer, effectivement, c'était il y a longtemps, mais quels ont été les freins à ce moment-là, quand tu as commencé à le partager autour de toi? Quels ont été les freins que tu as dû justement lever? Alors déjà, j'aimerais bien que tout le monde ait enregistré ce passage où Arnaud, il dit que qu'est-ce que je fais, c'est vachement cadré. Non, parce que mon équipe, notamment, aurait besoin de l'entendre. Si vous m'entendez, vous entendez? C'est bien cadré que qu'est-ce que je fais. C'est juste, non, effectivement, je rejoins à ton point de vue. En fait, quand on regarde les choses avec du recul, effectivement, on voit le fil directeur. Sauf qu'en fait, au quotidien, je peux assez aisément passer pour quelqu'un d'assez particulière. Pour revenir sur le lancement et quels ont pu être les freins, très clairement, je pense que, imaginons que tu es convaincu, mais alors vraiment convaincu d'Airchef, que tu as un truc incroyable entre les mains. Et en fait, très clairement, moi, je l'ai senti comme une vraie responsabilité, en fait. Je peux comprendre, tu avais vraiment une vision, tu t'es dit, ça va marcher, c'est vraiment quelque chose dans lequel, 1, je me sens bien, 2, ça a du sens.
Et 3, ben, tu l'as vraiment, faut le sentir au fond de soi-même, tu vois, Oui. pour aller vendre le projet, vendre le concept, en parler. Et même, très sincèrement, même si ça n'avait pas fonctionné, en fait, très clairement, moi, je me devais à moi-même et, on va dire, aux personnes que j'avais croisées d'aller jusqu'au bout. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'appelle Atelier Audace. On reviendra tout à l'heure, effectivement, sur tout le rapport avec la dignité, etc. Qu'est-ce que ça peut apporter. Mais en fait, il y a une nécessité, en fait, parfois de se lancer à bras-le-corps dans ce en quoi on croit. Et moi, il y a quelque chose sur laquelle je m'appuie énormément, c'est les faits et les actes. C'est très facile de parler, c'est facile d'avoir des grandes idées, d'avoir un business plan, etc. Tu rencontreras énormément de bullshitters professionnels qui sauront très facilement te donner les choses. Moi, la seule chose sur laquelle je me suis toujours appuyée sur mon parcours, c'est les résultats. Et c'est avec ça qu'on s'est lancé, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu un développement qui a été aussi fort au niveau des ateliers d'audace. C'est que même si on avait 3 francs 6 sous et beaucoup de volonté, on a eu tout aussi un élan de solidarité, parce que en fait, sur mon parcours, depuis une dizaine d'années à ce moment-là dans le vélo et la solidarité, j'avais pu travailler avec pas mal de personnes qui avaient été convaincues des différentes actions qui ont pu être menées. Et du coup, quand le projet s'est lancé, on a eu des personnes comme Adbike qui nous ont prêté 30 mètres carrés de locaux. Je ne sais pas qui ferait ça aujourd'hui. On a eu Velov, donc JC Déco, qui nous a filé tous leurs outils. On a eu des ateliers d'autoréparation qui nous ont filé des pièces. On a d'autres structures sociales qui nous ont filé des étagères, des établis, absolument tout ce qu'il faut pour commencer. Et je pense que s'il n'y avait pas un facteur confiance énorme au départ, on n'aurait pas pu avoir le développement qu'on a eu. Non, l'histoire, je trouve que l'histoire est belle. Hein. Et justement, je parle d'histoire. Raconte-nous un peu... toutes les personnes que tu as emmenées avec toi. Je parle avant, parce que j'aimerais qu'on parle aussi de ce que tu as ouvert sur les quais il y a récemment, on va dire, mais en tout cas, c'est il y a quelques années. Mais parle-nous des belles histoires, des personnes que tu as réussi comme ça à emmener avec toi. Donc, il y a le côté entrepreneur, mais il y a aussi des personnes que tu as réussi à insérer. Je n'utilise pas le mot réinsertion, mais les personnes que tu as réussi à insérer. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment, avec l'insertion, justement, avec ton projet, tu as réussi à insérer des personnes dans la vie de tous les jours, quoi. Je pense que c'est déjà comme pour toi, ou toi Camille d'ailleurs, quand tu réussis quelque chose, c'est grâce au concours de toute une équipe. Là, le podcast aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont fait une chaîne pour que ça puisse fonctionner. Et derrière la réussite d'une seule personne en insertion, en fait, tu as peut-être une centaine de personnes derrière. Donc déjà, effectivement, il y a mes collègues, donc les encadrants techniques, l'équipe administrative et sociale de l'association. Et après, il y a tous nos partenaires qui se mettent en branle, de celui qui va te donner une claque dans le dos quand t'en peux plus, à ceux qui vont te filer des financements, à ceux qui vont te tendre la main quand tu vas leur dire « Écoute, j'ai quelqu'un, fais-moi confiance ». Il va pas du tout avoir le profil social auquel on s'attend initialement, mais fais-lui confiance, il a de l'or dans les mains. Donc voilà, déjà, il y a toutes ces personnes-là qui ont permis l'insertion de ces personnes. Et là, j'ai tellement d'exemples en tête. Il y a des personnes qu'on a pu avoir qui, dès la première année, en fait, aux ateliers de l'audace, ont pu après derrière passer leur CQP, donc leur diplôme du cycle, et après être employés et avoir un job fixe en CDI. Je pense notamment à Karim, qui actuellement travaille à l'usine à vélo. Je crois que ça fait bientôt 3-4 ans qu'il y est. Donc voilà, il y a quand même ce genre d'exemple qui est assez agréable. On a d'autres personnes qui sont passées par chez nous, notamment je pense à Inès. Inès, elle, son but dans la vie, c'était pas du tout de faire du vélo. Donc, je vais mettre sous un mouchoir son parcours personnel. Mais toujours est-il qu'elle arrivait à l'association, elle avait 16 ans. Je pense qu'il faut en parler de la jeunesse. Et très clairement, on a fêté ses 18 ans à l'association. Derrière, en fait, on est parti sur un parcours sur la petite enfance. Donc, elle a passé les concours. Il y a 2 écoles qui l'ont voulu. Ils ont dû se battre pour l'avoir. Et au final, en fait, elle a passé son diplôme et aujourd'hui, elle travaille. Et elle kiffe son job et elle a rencontré quelqu'un à l'association avec qui désormais ils ont un joli couple et un bébé est en route. Alors je vois Camille, j'ai voilà. La chair de poule. Ça fait 2 fois que tu me files la chair de poule, Priscilla. Je vois Camille, effectivement, ouais, je me suis dit, il fasse un truc là. C'est hyper joli. C'est très très beau. Et on en a plein des comme ça, parce qu'en fait, le but, après tout, c'est pas le vélo. Le but, c'est le parcours des personnes. Je pense que comme vous, en fait, je partage l'idée que plus une personne est épanouie, plus effectivement derrière, elle apporte son lot de choses positives à la société, et c'est toute la société qui va de l'avant.
Mais est-ce que ton modèle, Priscilla, parce que quand tu nous en parles, on se dit, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Est-ce que tu... Alors, c'est vrai que tu nous l'expliques, tout ça est joli, tout ça paraît facile, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière et que tu as dû convaincre. Et là-dessus, j'ai zéro doute, mais est-ce que ton modèle, est-ce que ta vision, tu as réussi à la dupliquer ou à la partager, je ne sais pas comment on peut dire, dans d'autres villes? Alors, quelqu'un qui nous écoute à Paris, à Toulouse, à Rouen, à Perpignan, à Marseille, se dit, mais moi, j'aimerais en fait accompagner Priscilla sur la ville dans laquelle je suis ou dupliquer. Où est-ce que tu en es sur ça? Alors, la première chose, c'est qu'en fait, l'air de rien, le développement de l'association, je rappelle, en 5 ans, 40 personnes, c'est déjà énorme, surtout pour une structure d'insertion. J'ai pas en tête d'autres modèles qui ont ce type de résultat. De plus, on a déjà 2 structures sur Lyon. Donc, autant te dire que toute l'équipe et puis moi-même, on est quand même bien fatigués. Donc, on a très envie de développer, mais en fait, comme toutes les personnes qui développent, ça comporte des risques. Et en tant que responsable de structure, en fait, je me dois de peser les risques. On a forcément des propositions d'autres territoires qui souhaitent effectivement nous voir nous développer. Sauf que pour ça, en fait, il va falloir que, et c'est mon sens, développer le modèle, changer de modèle. C'est-à-dire que pour l'instant, on est sous un modèle associatif. Il faut absolument qu'on puisse hybrider le modèle et passer sur un modèle économique pour pouvoir avoir des investisseurs et non plus des financeurs, ce qui est complètement différent, et pouvoir scaler le modèle. Et c'est là-dessus que je travaille majoritairement. Et sachant que j'étais mécanicienne il y a encore 4 ans, je vous avoue que ça fait beaucoup d'informations à intégrer. Est-ce que, tu vois, moi je connais d'autres ateliers, mais qui n'ont pas du tout le côté insertion. Tu vois, qui ont choisi ce côté réparation, ce côté recyclage, éventuellement ce côté mise en selle, remise en selle d'adultes. Je pense notamment, je ne sais pas si tu les connais, mais Chirindola, qui sont à Bayonne, qui ont un gros atelier et tu peux aller acheter des vélos, ça fait fonctionner l'asso, faire réparer, etc. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'assos qui pourraient s'inspirer de ton modèle et peut-être, tu vois, vendre... Enfin, je repense à le côté scalability, mais peut-être que vous avez déjà pensé à vendre de la prestation de conseil? Alors, il y a la prestation de conseil, je pense que c'est un petit peu un sujet à part. Je vais essayer d'abord de me concentrer sur effectivement quelle aubaine, quelle opportunité, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui s'en saisissent, etc. Déjà, là, on va rentrer dans des choses beaucoup moins sympathiques. C'est l'état du budget en France et notamment celui qui est alloué à l'insertion. Très clairement, actuellement, cette année, on parle d'une coupe de 30 millions dans le budget dans l'insertion. Donc, les négociations sont en cours avec l'État, mais autant vous dire que ça va être un jeu de massacre. Ça doit te faire bondir quand tu entends ça. Alors, en fait, moi, ma foi personnelle, c'est de me dire qu'en fait, il y a parfois des décisions qui sont prises parce qu'il y a une nécessité de transformer les 2 modèles. Également, la vision économique. Comment est-ce qu'en fait, elle peut considérer l'insertion non pas comme un acte de charité, mais une véritable opportunité avec des performances économiques à la clé. Et également, essayer, ça va être extrêmement prétentieux, mais d'évangéliser un peu le modèle social pour leur dire, en fait, faire de l'insertion, ça n'exclut pas de faire de la performance et on a une réelle différence à apporter. Et pour ça, en fait, je pense qu'actuellement, je vais ouvrir le sujet beaucoup plus largement. On voit tous qu'on est sur un modèle qui est en fin de vie, là. L'ancien monde, on voit tout ce qui est en train de s'écrouler. Et très clairement, il y a plein de gens qui sont là sur l'innovation, l'économie sociale et solidaire, la RSE, tout ce qui va avec. Tout le monde s'excite. La réalité, c'est que pour l'instant, en fait, on n'a pas la clé. S'il y avait un nouveau modèle qui avait émergé, en fait, on serait tous en train de se sauter dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on n'a aucune envie de prendre des tournants à 90 degrés sans avoir d'abord pu expérimenter. Et c'est exactement le rôle des associations en France. C'est des acteurs de terrain, de remonter de la donnée, des informations, et par rapport à ça, pouvoir être un peu les pionniers. C'est nous qui nous cassons la figure, et puis une fois que le modèle, en fait, il est performant, du coup, il est récupéré. C'est notamment ce qui nous provoque la crise du textile chez Emmaüs, avec notamment l'essor incroyable de Vinted. Donc ça, c'est un schéma qui est logique et que je pense qu'il faut pouvoir accepter. La deuxième chose, c'est que sous un angle encore une fois plus global, il faut changer de ce qu'on appelle les KPI. Do you know KPA? Les facteurs clés de succès. Ah, j'adore. En fait, très clairement, si demain, je vous parlais à quelqu'un qui est dans l'économie, il va vous dire
comment dire, pour se centrer sur les ateliers d'audace, c'est quoi la recette du succès? Comment c'est possible, etc. Et effectivement, là, on pourrait faire toute une analyse Pestel. Donc, pour les néophytes, vous avez raison d'être néophyte. Pestel, c'est la politique, l'économique, le social, tout ce qui va avec. Vous analysez tous ces domaines et vous voyez comment est-ce que vous pouvez rentrer en performance dans ce domaine-là. Et tout fonctionnerait. Actuellement, c'est vrai que tous les indicateurs, ils sont ouverts pour le vélo. Oui. Et pourtant, j'ai envie de te dire que tu retrouves tous ces indicateurs-là dans d'autres domaines que celui du vélo. Par exemple, l'hôtellerie, le BTP, la restauration, l'aide à la personne, l'aide aux seniors. Tout ça, c'est tout autant de domaines sur lesquels tu es certain que tu vas avoir tous ces facteurs-là qui vont être ouverts aussi. Et pourtant, on s'embourbe complètement. Et pour ça, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut changer de KPIs et que moi, la recette du succès, je la donne volontiers à qui veut s'en saisir. Encore une fois, c'est mon retour d'expérience. Je ne prétends pas avoir la science infuse. La première chose, c'est le quotient sympathie du vélo et le côté universel du vélo. C'est une formule que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, mais on a tous une histoire avec le vélo. Toi, ta petite sœur, ton petit frère, ta grand-mère. On a souvenirs liés au vélo, effectivement. Ouais. Et ça te permet d'avoir un terrain sur lequel tu travailles. La deuxième chose, c'est la fierté que tu as quand tu parles de ton job, en fait. Est-ce que tu as envie de dire ce soir que tu es technicien de surface ou que tu es technicien cycle? Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, il faut pouvoir se poser la question. Et par exemple, si on va plus largement, tu vois, aujourd'hui, un technicien automobile. Est-ce que tu préfères être à la chaîne chez Peugeot ou est-ce que tu préfères être dans un garage automobile? Pourquoi est-ce que ces métiers, en fait, ils n'arrivent plus à attirer? La troisième chose, c'est un métier qui tient encore sa promesse du pacte social. Aujourd'hui, tu fais un job, tu sais que ça va être particulièrement compliqué d'évoluer. Les récentes études, notamment de la Sorbonne, expliquent qu'il te faut 6 générations pour changer de classe sociale. Dans le vélo... Ce que tu veux dire, c'est qu'une fois que tu rentres dans une filière, tu vas suivre une progression qui est déjà presque toute écrite. Si tu ne changes pas de job, si tu restes vraiment dans ton job, tout est écrit quasiment, tu vois, c'est ta réussite. En fait, les employeurs, à mon sens, aujourd'hui, ont du mal à trouver des bons mécanos. Et quand ils en trouvent un, est-ce qu'ils veulent le lâcher? Ou est-ce qu'ils ne préfèrent pas, au contraire, faire grandir leur structure avec leur équipe? Et du coup, ça permet aussi à des personnes qui ont peu de qualifications au départ d'avoir quand même un ascenseur social. Et je ne reconnais aucun autre domaine qui permet d'avoir les mêmes promesses. Et la dernière chose, c'est que c'est un métier qui a du sens. En fait, avec le vélo, on a vraiment ce sentiment profond d'œuvrer pour le bien commun. On est bien dans ses baskets. Et tout ça, en fait, ça m'amène à avoir une vision à long terme, en fait, par rapport à l'économie du vélo. L'économie du vélo, aujourd'hui, c'est simple, on veut doper, etc., etc. Sauf que, en fait, très clairement, est-ce que d'ici 10 ans, 15 ans, en fait, on veut que le métier du vélo soit aussi attractif que celui de la restauration et du ménage? Ouais, il faut se poser les bonnes questions, effectivement. Très clairement, il y a j'ai un confrère, bisous d'ailleurs, qui a pour coutume de dire qu'on n'a pas inventé l'électricité en améliorant la bougie. Et je pense que c'est particulièrement pertinent. Donc, par rapport au nouveau monde que l'on souhaite tous construire, il y a un tournant à 90 degrés à prendre. Et pour ça, en fait, il faut pouvoir étudier d'autres facteurs clés de succès. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est cadre, voire même cadre sup, qui a un bon salaire et du confort, est prêt à tout plaquer et faire une reconversion professionnelle pour aller bosser dans le vélo? Et cet essor-là, est-ce qu'on veut le conserver 1 an, 2 ans, 5 ans, ou est-ce qu'on veut le conserver ad vitam aeternam? On est en train de le vivre en France. L'industrie se casse la figure. L'année dernière, c'était 60 000 faillites. Cette année, ils annoncent 600 000 faillites. Si on veut pouvoir développer l'industrie en France, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut que ces métiers soient attractifs. Et très clairement, si des cadres sup renoncent à leurs avantages pour pouvoir mettre les mains dans le cambouis, c'est parce qu'il y a des choses qui les attirent. Et ces choses-là, en fait, je pense qu'il faut alerter les personnes, ceux et celles qui font le vélo en France, essayer de changer éventuellement un petit peu votre fusil d'épaule et de garder un œil sur ces quatre segments dont j'ai pu parler précédemment. Merci pour le monologue. J'ai une question. Non, mais du coup, ça me fait... On t'écoute avec Camille, ouais, tu sais, on est là. C'est trop passionnant. Peut-être une question un peu plus macro et un sujet sur lequel je voudrais revenir. Tu as parlé de dignité tout à l'heure et à quel point l'insertion, tu vois, et là, on se parle du travail, on parle de facteurs économiques, etc. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui... je pense que ton point de vue, il est très juste. Hein. Si on veut faire que du social, on a malheureusement un État qui protège de moins en moins les gens qui sont de plus en plus en difficulté.
Est-ce que tu peux, tu vois, revenir un petit peu sur cette notion, à quel point le travail, en fait, on a tendance encore en France, à mon sens, à un peu diaboliser les gens qui sont sans emploi. C'est rarement un choix. Et à quel point, justement, l'insertion professionnelle, ça permet de changer tout ça et de changer même la vision que les gens ont d'eux-mêmes, quoi. Bien sûr, déjà, je vais utiliser une allégorie assez facile. Quand vous vous êtes mis au vélo, les premières fois, vous êtes cassé la figure, hein, on va pas se mentir, vous avez eu les genoux écorchés, des graviers dans les genoux, ça, on s'en souvient. Arnaud, encore aujourd'hui, assez souvent. Hein. C'était il y a un an. Il y a un an, je sortais d'une table d'opération suite à une chute malencontreuse, tout seul, voilà. Je trouve que c'est une bonne chose, ça veut dire que tu as tenté quelque chose qui était plus grand que toi, et c'est important. Et en fait, c'est pareil pour la vie. L'insertion, en fait, c'est des personnes qui ont besoin de formation et d'accompagnement pour correspondre à un système. Notre système, d'une manière ou d'une autre, en fait, il n'a pas toujours existé. Il y a 40 ans, 50 ans, 100 ans de ça, en fait, ça n'était absolument pas le même. Et 200 ans avant, ça n'était absolument pas le même. Et il est normal et logique que dans toute population, en fait, tu aies des personnes qui ne fitent pas. C'est normal. C'est même scientifique, j'ai envie de te dire. Ces personnes-là, en fait, est-ce qu'on va juste leur jeter la pierre ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de les former ? En fait, c'est comme pour le vélo. Les premières fois, en fait, ils vont se casser la figure et il y a besoin d'avoir des personnes, des structures, des professionnels qui leur mettent le pied à l'étrier. Et d'ailleurs, voilà, j'attire aussi l'attention sur le fait que l'insertion, si jamais t'en fais, je pense que ça peut pas être uniquement une opportunité économique. Si tu vas pas, c'est des personnes qui, enfin, je te donne mon avis, hein. C'est des personnes qui, très clairement, s'ils vont bosser, ce sera sûrement pas pour une fiche de paye. Donc, tu as sacrément autre chose à devoir leur proposer en interne, tout à fait, si tu veux pouvoir les hameçonner. Donc, par rapport à la dignité, moi, encore une fois, c'est une croyance personnelle. Je pense que ce qui nous différencie des personnes en insertion, c'est la confiance en soi. Je pense qu'avec beaucoup d'humilité, on est tous arrivés un jour sur notre canapé en étant complètement déprimés, en n'ayant plus à se lever. C'est des choses qui sont humaines. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes qui restent sur le canapé. Et reprendre confiance en soi, généralement, vous avez eu vos familles, vous avez eu vos amis, vous avez eu des personnes qui sont venues, qui vous ont filé un coup de pied au miche. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir... Ils vous ont fait confiance, ouais, une rencontre parfois peut permettre de faire repartir, faire relever du canapé, tu vois, comme tu dis, c'est une rencontre, une personne qui te tend la main, qui t'accompagne, qui a les bons mots. Mais ça a été prouvé sur des parcours de vie qu'en fait, si tu as des personnes qui viennent et qui te donnent de la valeur, de l'estime et qui tentent avec toi et qui, même si tu te plantes, en fait, te disent ça n'est pas grave de te planter et tu recommences, tu vas évoluer et voire même avoir un changement de vie qui va être drastique. Je pense que j'ai pas le temps pour ça aujourd'hui, mais au besoin, on pourra revenir. Et pour moi, ce retour à la dignité, c'est exactement ça. La première chose qu'on fait aux ateliers de l'audace, même si en fait on peut casser la baraque, là, l'année 2024, on a réparé 5000 vélos. 5000 vélos. Voilà, donc on fait 2 ou 3 trucs sympathiques quand même, tu vois, on est quand même quasiment sur un modèle semi-industriel avec des personnes. Ah oui, c'est sûr. Voilà, avec qui à la base on s'était dit les pauvres quoi. Excuse-moi, c'est un peu brutal, mais voilà un peu la vie générale que j'ai l'impression d'avoir à droite et à gauche. La première chose qu'on leur demande, c'est pas de la productivité, il n'y a pas d'objectif en fait. Tu rentres dans l'association, il y aura pas d'objectif nulle part. C'est d'être bien. Parce qu'en fait, que ce soit toi, Camille ou Arnaud, si t'es pas bien dans un truc, si t'as peur de faire une erreur, si t'as peur de te planter, n'importe quoi, déjà, t'auras peut-être pas forcément envie de venir. Et après, derrière, la moindre erreur va être fatale, tu vas te sentir mal, tu vas avoir peur, le regard des autres et tout ce qui va avec. Donc nous, on aimait bien. Après, on fait des gâteaux, on fait des crêpes, on met la musique, on danse dans l'atelier. Mais c'est ce qui fait le truc, en fait. En fait, c'est ce dont... Il n'y a pas de mystère. S'il y a ce succès-là, c'est que toi et ton équipe, parce que tu l'as dit, il y a une équipe qui est derrière, et ça on le comprend, vous avez su créer quelque chose, tu vois, créer quelque chose. Et moi, j'ai plein de trucs dans lesquels je crois, mais notamment, tu vois, quand il y a quelque chose qui t'a ton instinct, qui te dit que c'est juste, ça résonne juste. Généralement, c'est parce que ton cerveau, il a déjà compris pas mal d'éléments que t'as pas encore réussi à intellectualiser, à conscientiser. Et je pense que les ateliers de l'audace focus aussi énormément d'intérêt et d'attention parce qu'en fait, on n'a pas encore réussi à mettre les mots bien comme il faut, bien intellectuel, benchmarking et tout ce qui va avec, tous ces grands mots-là, pour expliquer la recette exactement, l'équation du succès. Mais ce qui est certain, c'est que si ça attire autant et que si ça réussit autant, c'est qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui est particulièrement juste. Et du coup, moi, la volonté, tu vois, c'est de... Je vais pas prétendre qu'on a déjà la solution clé en main. Je dis qu'on a un bout
un départ et qu'en fait, il va nous falloir un maximum de synergie autour si on veut pouvoir pousser le modèle plus loin, se prendre des gadins, se planter et avoir des personnes qui nous disent « c'est pas grave, on va vous accompagner pour tenter un autre truc ». Bon, en tout cas, je trouve que tout ce que tu partages, c'est parfaitement dans le thème de cet épisode, mais on va continuer à pousser le curseur par nous de l'aventure Velcroc, en fait, Bistro Vélo. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le spot à Lyon est juste parfait, au bord de la piste cyclable, entre deux pistes cyclables, une au niveau, une un petit peu en dessous, sur les quais. Mais parle-nous de cette aventure. Comment t'es venue l'idée? C'est quoi? C'est en passant devant ce local qui n'était pas du tout dans cette ambiance auparavant. C'était un bar à striptease. Exactement. Je voulais l'appeler le bar à pédales, mais mon associé, il n'a pas voulu. Ah, génial. Comment, voilà, c'est quoi l'étincelle? C'est d'avoir vu le local, d'avoir eu écho qu'il était disponible, parce que l'emplacement, moi, quand j'ai vu l'emplacement, que j'ai vu le projet, ben, je me suis dit, mais c'est juste naturellement parfait, en fait. Tu vois? Eh ben, c'est pas moi qui l'ai vu. Alors, du coup, moi, je roule ma bosse un peu partout et jusqu'à rencontrer quelqu'un qui s'appelle Thomas Zimmerman, qui, à Lyon, organise le Street Food Festival avec sa structure qui s'appelle Nomad Kitchen. Et exact, oui, exact. On s'est rencontrés par le concours d'habitat à humanisme et qui se sont dit « Ah, vous deux, vous êtes des gens bizarres, faites des trucs ensemble. » Et... c'est la vérité. Et du coup, Thomas est venu me voir. Il m'a dit, c'est trop bien, qu'est-ce que tu fais? Viens, on fait des trucs ensemble. Donc, on a commencé à faire des trucs autour du Nomad Kitchen. Et je fais une espèce de circonvolution pour aller de l'avant. Et derrière, en fait, lui, il avait ce dossier du bar... je sais pas comment l'exprimer, du bar à striptease sur les quais du Rhône qu'il fallait pouvoir réhabiliter. Et il m'a dit, viens, on fait un bistrot vélo. Et il s'avère que il n'y a pas de fumée sans feu. Ça correspondait aussi au cahier des charges qui avait été donné par les principales parties prenantes, à savoir donc les voies navigables de France, la métropole, la ville de Lyon 6e. Et du coup, on a monté un dossier dans lequel on a mis tous les deux énormément d'espoir. Et très clairement, je l'ai évoqué tout à l'heure, je crois profondément à l'hybridation économique. Je vais pas aller plus loin, mais si tu regardes aujourd'hui, en fait, n'importe quel restaurant, n'importe quel musée, n'importe quelle gare, en fait, te vend plus uniquement un service de train. Tu vas dans une gare, t'as une expo qui va avec. Tu vas dans un restaurant, il te propose de manger dans le noir. Tu vas dans un bar, il te propose le tour du monde en 5 fromages. Enfin, tu vois, c'est... Et aujourd'hui, bah, c'est la même chose. Je pense que les gens, en fait, ils veulent plus juste boire de la bière. Je pense qu'ils veulent avoir aussi une expérience que bah, nous, en fait, on a cette capacité avec les ateliers de l'audace de proposer quelque chose qui est assez fort, c'est rencontrer des personnes que tu connais pas initialement. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes en insertion. Bon, à part moi, bien sûr. Mais très clairement, le but, c'était de pouvoir réunir des mondes différents. Donc, celui de la fête, celui effectivement du partage, des trucs qui rassemblent comme de la bière par exemple, et à manger, des frites c'est bon, et également celui du vélo et du social. Parce que effectivement, bah, le social ou l'écologie, jusqu'à présent, il y a quand même un gros voile assez c'est frugal, effectivement, c'est la décroissance, il faut aller dans cette direction, comme si c'était une punition en fait. Alors qu'il y a la possibilité de le voir sous un angle vachement plus festif. Donc avec Thomas, on s'est lancé là-dedans. On a ouvert au début, c'était une galère phénoménale, internationale. Du coup, je vais même être tout à fait transparente, on s'est crêpé le chignon la première année, je crois que ça nous a foutu tous les deux en rogne. Et au final, bon bah, on est devenus un peu plus adultes. On a grandi ensemble. Non mais l'air de rien, je trouve que c'est assez important de le dire, c'est qu'en fait les aventures entrepreneuriales, c'est pas forcément que des jolis contes de fées. Il peut y avoir des difficultés. C'est sûr. Ouais. Ouais. Et puis un monde de performance économique pur comme celui de Thomas et un monde social assez pur d'une manière ou d'une autre comme celui des ateliers de l'audace, créer des passerelles, en fait on était quand même assez idéaliste de se dire que ça allait se faire en un tour de main. En fait ce qu'il y a c'est que ça demande énormément de flexibilité, énormément d'intelligence et de compromis. Et du coup bah, c'est là-dessus qu'on a réussi à mettre en place le Velcro. Et je pense que l'aventure n'est pas terminée. Donc là... Nous, ce qu'on voulait, c'est après une année effectivement de grand 8, bah, comme tous les lancements d'activités, c'était de mettre en place une base saine qui fonctionne, qui nous plaît. Écoute, pour l'instant, j'ai envie de te dire... Ça fait combien de temps aujourd'hui que c'est ouvert, Cécilia? 2 ans? Ça fera 2 ans en avril-mai.
C'est toujours plein. Moi, je passe devant régulièrement. C'est quoi ça, à 500 mètres d'ici, c'est toujours full, même en hiver, par des températures négatives. La terrasse, elle est full, quoi. Donc non. Puis même les vélos dans l'atelier s'empilent derrière. Enfin, c'est un vrai succès. Je ne serais pas surpris. Tu sais, je te parlais tout à l'heure de comment tu pourrais dupliquer, ou est-ce qu'on te demande de dupliquer les ateliers de l'audace dans d'autres villes. Ce concept-là, ce projet-là pourrait très bien être la continuité quelque part de l'association. Oh oui, et puis je ne vais pas te dire tout aujourd'hui, mais il y a de fortes probabilités que ce soit un début, dans le sens où il y a d'autres possibilités, sous d'autres formes, à d'autres endroits. Ce qui serait logique. En tout cas, je pense qu'il y a différentes parties prenantes qui pourraient y avoir leur intérêt. Mais encore une fois, ma responsabilité, c'est de faire un développement apaisé. Et c'est vraiment pas facile. Même si, comme tu l'as dit, je fais toujours tout très cadré. Je suis sûr que tu as plein de questions, Camille, parce que je te vois prendre plein de notes. Moi, je me posais une question un peu bac de philo, mais tu vois, les ateliers de l'audace, déjà, je trouve le nom vraiment magnifique. Et du coup, je me dis, l'audace au quotidien, est-ce que l'audace, c'est un outil d'insertion ? Est-ce que tu vois dans quelle mesure ça se réplique ? Dans quelle mesure l'audace que toi, tu as depuis le début de ta carrière, elle vient toucher tous les gens avec lesquels tu travailles, les gens que t'aides à s'insérer? Est-ce que tu sens qu'il y a un effet de propagation là-dessus? Mais c'est en fait deux choses. La première, c'est que le premier atelier que j'ai dirigé, il s'appelait l'atelier vélo du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Vas-y, va mettre ça sur un CV. Vas-y, va être fier de travailler là-bas. Donc, du coup, quand on a créé notre structure, moi, je voulais vraiment un mot qui permette aux personnes qui viennent, en fait, d'être fiers de dire, je travaille aux ateliers de l'audace. Et du coup, les personnes qui travaillent chez nous, on les appelle les audacieux et les audacieuses. Donc, du coup, je pense que déjà, ça change la donne. La deuxième chose, en fait, c'est que l'air de rien, tu vois, on a tous nos parcours et on a tous nos blessures. On a tous nos difficultés, on a tous notre lot, nos casseroles avec lesquelles on essaie tous les jours de se débattre. En fait, il faut imaginer qu'il y a des personnes qui ont des parcours qui sont 10 fois pire, en fait, où tu vois le quotidien, il s'articule entre la préfecture, la CAF, la banque alimentaire, les cours de français, aller chercher les enfants à l'école. Ils ont un quotidien, je pense que parfois on ne se rend absolument pas compte de la difficulté d'être en difficulté. Et du coup, ces personnes-là, qui ont déjà pris des sacrés mandales, ils viennent vers nous, ils nous font confiance. En mode, ok, vous allez m'aider. Et du coup, nous, on a envie de leur dire, mais mise sur toi. En fait, vraiment, fais le pari. Avoir de l'audace, pour nous, c'est vraiment de se dire, en fait, au pire, ça marche. Ça passe de ce que tu dis, le discours que tu... Enfin, dans ton discours depuis tout à l'heure, ça passe beaucoup pour reprendre ou prendre confiance en soi. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment comment te dire, le socle sur lequel, en fait, on va pouvoir bosser. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que on leur fait la promesse aux ateliers de l'audace, même si c'est tacite, que le pari qu'ils vont faire en venant chez nous, en se mettant dans ce parcours, qui l'air de rien, en fait, c'est quand même un engagement, en fait, il ne sera pas vain. Et que, en fait, ils vont pouvoir évoluer. Et en fait, cette promesse d'évolution, c'est quand même quelque chose qui est assez fort, quoi. Moi, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est déjà venu dans ta vie en te disant Arnaud, je vais te faire évoluer. Et du coup, nous, pour que ça fonctionne, il faut que les gens, ils y croient. Et pour ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous, encore une fois, on s'est lancé avec des cailloux et un bâton. Et du coup, franchement, les gens qui sont venus au départ étaient tous bénévoles, personne ne gagnait un copec, on était tous au chômage. Il fallait leur dire, oui, bien sûr, donne-moi 2 ans de ta vie, gratuitement, pour pouvoir créer un projet. Franchement, il fallait qu'ils soient audacieux. Et la dernière chose, c'est nos partenaires, tous les gens qui nous financent. L'air de rien, on a des financements et on a 5 ans d'existence. Enfin, les premières années, tu crois qu'on a été financé sur quoi? On a été financé parce qu'il y a des gens qui ont eu l'audace et qui ont cru à ton message, qui ont cru en vous, qui t'ont accompagné. Mais là, dans le discours, moi, je me dis, mais il y a plein de personnes qui vont contacter en fait en disant, mais moi, je veux faire partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ça soit un partenaire ou que ça soit une personne qui nous écoute, qui a envie de retrouver confiance en elle et de devenir audacieux ou audacieuse, par quel biais elle peut vous contacter ou elle peut te contacter pour participer à ce mouvement? Le biais s'appelle Cyrielle Bigarnet.
c'est notre accompagnatrice socio-professionnelle. Donc, c'est elle qui va récupérer toutes les candidatures aux ateliers de l'audace, donc pour les personnes qui souhaitent intégrer notre parcours d'insertion. Donc, je rappelle que c'est un parcours qui est rémunéré, voilà. Et du coup, dès qu'on a des sorties, bon bah forcément, on a des places qui s'ouvrent et on recrute au fur et à mesure. Vous êtes full. Alors oui, déjà, on est full. Et la deuxième chose, qui est aussi un élément important à prendre en compte, c'est que contrairement à nos confrères de l'insertion, nous, on a une liste d'attente de personnes qui veulent venir bosser chez nous. Donc, quand effectivement, tu as tous les employeurs, tous les recruteurs qui disent « Ah, c'est compliqué de recruter actuellement » et que nous, on paye au SMIC et que du coup, on a des gens qui attendent plusieurs mois pour pouvoir être recrutés, effectivement, il y a quelque chose qui se joue. La deuxième chose, c'est si jamais, en fait, s'ils sont intéressés par le modèle et qu'ils veulent qu'on aille de l'avant, c'est moi qu'il faut contacter. Et à partir de là, en fait, je vais pas prétendre encore une fois avoir toute la solution. Je pense qu'il faut se mettre autour d'une table et qu'il faut se dire bon bah où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Parce que encore une fois, le chemin il se fait à plusieurs et je peux pas prétendre l'avoir en entier. C'est pas tout seul. Ouais. Non. Ouais, clairement. Camille, il y a des choses sur lesquelles tu veux rebondir? Non. Je sens que ça te fait. Hyper. Non, mais je trouve ça à la fois hyper important. Ce que vous faites, ce que toute l'équipe fait, je pense qu'il y a... Non, c'est beau, hein, c'est beau, le message il est beau. Je trouve ça super beau et je trouve que la société, elle manque de gens comme vous. Vraiment. Et voilà, je pense que le monde irait tellement mieux. Il y avait plus de gens comme toi, Priscilla. Voilà, je plus rien à dire. Merci. C'est gentil. J'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui l'entendent, cette phrase. Parle-nous également, moi j'aimerais t'entendre sur l'entrepreneuriat au féminin, parce que je sais que quand on s'était rencontrés il y a plusieurs années, tu avais participé ou tu avais été sélectionné, je crois, le Tour de France. Alors, je ne sais pas si je dois en parler du coup, mais le Tour de France faisait étape à Lyon. Ça arrivait à Lyon et il y avait une sélection. Le Tour de France des femmes ou Tour de France féminin, je ne sais pas comment on doit dire, n'existait pas encore à ce moment-là. Le Tour femme. Ouais, le tour femme, voilà. C'est la marque. Camille. C'était juste avant l'année d'avant. Heureusement qu'il y a Camille. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'elle est là. C'était la course by le Tour. Et en fait, tu avais été, je sais pas si on peut dire sélectionné ou retenu. Il y avait 6 femmes, je crois, à faire mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes-là, ce jour-là, à Lyon, vraiment Parle-nous il y avait un truc avec des femmes, Camille, à Lyon et des vélos, tu sais? Pas entendu parler. Non, Qu'est-ce qui s'est passé? Je te charrie, Arnaud. Alors, en fait, très clairement... Donc je sais qu'il y a un engagement. Tu t'engages vis-à-vis de ça. Bon, écoute, je suis née pas contente, je crois. Et du coup, tu es née en colère. Et du coup, effectivement, du coup, faut remettre le contexte. Du coup, c'était juste après les élections municipales, donc il y avait du coup une nouvelle couleur politique qui était en pouvoir à Lyon. Et c'était juste après le Covid et l'étape du Tour de France arrivait à Lyon. Et forcément, il y avait pléthore d'organisations et de finances qui étaient mobilisées pour accueillir ces messieurs. Sauf qu'à côté, il y avait, ça s'appelle Donnons des ailes, des ailes autour. Excusez-moi, je dois sans doute écorcher le nom. Qui, en fait, sont des professionnels du cycle, donc des athlètes internationales, qui se débrouillent avec leur propre denier chaque année pour pouvoir effectivement faire les étapes avant les hommes. Un jour avant, 24 heures avant. Exactement. Ouais. Pour dire... Et oh, regardez, nous aussi, on existe. Et très clairement, cette performance, on en est tout aussi capable, quoi. Et voilà, je fais une parenthèse. Le projet s'appelle Donnons des ailes au vélo J-1. C'est ça. Et monté par Claire, qui est une personne absolument incroyable dans le monde du cycle et qui fait beaucoup. Et juste, je rebondis, elles sont pas toutes pros. Il y a beaucoup d'institutrices aussi, par exemple, qui font ça pendant leurs vacances d'été. Il y a beaucoup de cyclistes qui ont un bon niveau, mais qui restent amateurs et qui prennent, en effet, comme tu le dis, sur leur temps, leur denier personnel. Et c'est un gros investissement parce que c'est 1 mois, en tout, avec le voyage aller-retour, juste pour donner de la visibilité au vélo. Hein. Les filles ne sont pas rémunérées. Féminin, c'est Claire Floret qui a lancé ça. Ouais. Moi, je trouve le travail de Claire assez incroyable aussi. Et avec quelle sécurité ? 0. Ouais. Donc, du coup, elles prennent les mêmes risques, mais en fait, c'est juste... Le même parcours, les mêmes étapes, 24 heures avant. Ouverte. Voilà, exactement. Et du coup, moi, j'étais là. Quoi ? Comment ? On fait tout ça pour les gars et on fait rien pour les filles ? C'est pas possible, pas contente. Et du coup, j'ai pris mon téléphone et du coup, j'ai appelé toutes les personnes que je connaissais pour leur dire que j'étais pas contente.
Et tu comprends pourquoi les gens trouvent que je suis pas cadrée. Et du coup, en fait, les gens ils se sont dit mais oui, absolument, ça n'est pas logique, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Et en fait, je crois que ça s'est organisé genre une semaine ou 15 jours juste avant, où les nouvelles autorités en place se sont dit bah ouais, viens, on fait un truc. Donc déjà, le premier truc, ça avait été d'accueillir les filles en grande pompe à l'hôtel de ville de Lyon avec les élus qui étaient présents et qui les ont remerciés, parce que sinon ça aurait été rendez-vous au campanile. Et la deuxième chose, c'est que il y a eu avant le départ des garçons, donc sur le tour qui était en ville, une volonté de donner de la visibilité au vélo féminin. Et du coup, ça a été aussi la ville de Lyon qui m'a fait confiance là-dessus, qui m'a dit vas-y, rassemble des nanas du vélo et faites des trucs. Non, mais en fait, réellement, je crois qu'on avait une semaine, 15 jours pour organiser. Et du coup, moi, j'ai appelé toutes les femmes que je connaissais qui avaient un métier dans le vélo. Et j'ai choisi des métiers qui étaient différents. C'est-à-dire que ça allait effectivement, de ce que je connais, la mécanicienne cycle, à l'entrepreneuse, à celle qui bosse pour les collectivités, à ceux qui organisent des événements à Lyon, par exemple, rouler pour elle, etc. Et celle qui dirige des associations, enfin, vraiment, la ville à vélo, tout ce qui va avec. Et toutes ces femmes-là, en fait, du coup, on a pris le départ du tour avant les garçons et on était, je pense, une dizaine ou une quinzaine au total. Et le but, c'était de rendre visible le fait que y ait des femmes dans le vélo et sur plein de métiers différents. Et ça, je pense que la visibilité des métiers au féminin est hyper important parce qu'en fait, c'est des exemples qu'on a qui permettent de nous projeter. Et si on pense que c'est pas possible, on le fait pas. Non, mais voilà, je trouvais important de t'entendre sur ça. Moi, ça m'avait marqué en tout cas. Tu vois, je t'en parle encore, je sais pas, c'était il y a 4 ans peut-être ou 3 ans. Et effectivement, ça m'avait marqué. Donc, je voulais que tu nous partages cette histoire, en fait. Oui, effectivement, c'est un souvenir assez incroyable. Et je remercie encore toutes les personnes pour leur confiance. Et qu'est-ce que tu penses des infrastructures à Lyon? Alors, on parle de Lyon parce qu'on est situé à Lyon. Tu te déplaces en vélo, je me déplace en vélo dans Lyon. C'est probablement aussi le cas dans d'autres villes où le vélo a révolutionné la mobilité douce, la mobilité urbaine, en fait, la manière de se déplacer en vélo dans Lyon. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution? Bon, alors du coup, moi, je suis pas du tout une professionnelle des infrastructures. Donc, ce que je vais pouvoir dire, en fait, ne concerne en tant qu'utilisatrice, que moi. Ouais. Donc, effectivement, depuis la première fois que j'étais vélo-taffeuse, il y a 16 ans, il y a quand même eu beaucoup de changements. C'est sûr. Donc, c'est quelque chose qui est assez fort et qui est de toute évidence, c'est un fait, dope la part modale du cycle à Lyon. Et tant mieux parce que en fait, on a vraiment besoin de diminuer la pollution particules fines, ce qui est notamment, il faut le rappeler, la première cause de mortalité en France. Donc, et qui est particulièrement le cas à Lyon. C'est surtout qu'on peut se déplacer. Alors Lyon, effectivement, nombre de population, une ville des plus grandes villes de France, mais quand tu te déplaces en vélo à Lyon, tu peux vite traverser Lyon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça a été prouvé également que sur les courtes distances, le vélo était le moyen de transport le plus rapide. Ouais. Donc, la moyenne, c'est 5 km. Dans les épisodes qu'on a enregistrés avec JP, justement, la moyenne aujourd'hui, c'est de 5 km. Mais 5 km à Lyon, je ne vais pas dire que tu traverses Lyon, mais disons que tu peux facilement et rapidement te déplacer d'un point A vers un point B. Mmh. Et les études de comportement ont prouvé qu'en France, 90% des déplacements à vélo faisaient entre 4 et 5 km. Oui, voilà, c'est ça. Donc, la plupart des déplacements, même en général, même en voiture, etc., faisaient entre 4 et 5 km. Donc, très clairement, on a un levier de changement qui est énorme. Moi, du coup, la seule chose que j'aimerais qu'il soit mis en place, c'est d'arrêter d'améliorer l'hypercentre. Moi, je viens de banlieue, je viens de Vaux-en-Velin précisément, et en fait, là-bas, très clairement, il y a... C'est-à-dire que la piste cyclable, ou en tout cas l'aménagement urbain, s'arrête au panneau, tu vois? Alors il n'y a pas la continuité dans la première couronne Ah oui, c'est moi le constat que je fais depuis des années. Alors là, effectivement, il y a les projets des voies cyclables qui vont aller à Vaud, etc. Mais toujours est-il que plutôt que de commencer par là où il y a vraiment rien, on a commencé par là où il y avait déjà quelque chose. Et du coup, il y a sans doute des très très grandes raisons intelligentes qui me dépassent à ce sujet. Mais moi, je ne cesserai jamais de dire qu'il faudrait peut-être commencer par là où il y a le moins de choses. Et notamment, si tu vas à Vaud, je vais parler de
la ville que je connais, en fait, tu verras pas un seul réparateur cycle. Par contre, tu verras des pléthores de vélos sur les balcons, par exemple. Et du coup, il y a un réel engouement pour le vélo. Vrai, t'as raison, hein. Ça, on l'a prouvé avec des mesures d'impact aux ateliers de l'audace, qu'il y a plein de gens qui veulent se mettre au vélo, mais que très clairement, en fait, ils veulent pas mourir. Donc, il va falloir effectivement que ces infrastructures cyclables, elles aillent là où il y a des bassins de population. Surtout qu'en fait, on a pu remarquer que la plupart des déplacements, ils avaient lieu de la banlieue à l'hypercentre. Et puis, tu veux que je te dise un truc ? Ceux qui font le plus de vélo actuellement à Lyon, c'est nos sympathiques livreurs Uber et tout ce qui va avec. Et breaking news, nos livreurs Uber ne vivent pas à Lyon 6e. Donc, tous ces gens qui font du vélo, très clairement, ils vivent en banlieue. Donc, moi, je lutte aussi sur ce stéréotype de se dire non, mais il y a un clivage, l'hypercentre, c'est le vélo, et puis la banlieue, c'est les bagnoles. Non, je pense qu'il faut pouvoir sortir de son prisme, prendre des données, encore une fois, des faits, et commencer effectivement à donner plus de dignité à ces personnes, notamment du quotidien, parce qu'on sait tous que leurs conditions de vie sont extrêmement complexes. On a un épisode qui est consacré à ça d'ailleurs avec Camille sur justement les livreurs, c'est plus sur les coursiers, le monde du fixie, mais on va en parler. Ouais. Tu as d'autres questions, Camille? Moi, j'aimerais bien quand même te demander, ce sera ma dernière question, mais du coup un peu en guise de conclusion pour ma part, l'avenir des ateliers de l'audace. Tu nous as dit que tu pouvais pas tout nous dire, mais est-ce que tu peux nous lâcher quand même 2-3 infos, un petit qu'est-ce qui arrive, sur quoi vous travaillez en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager? Oui, tout à fait. Donc, comme j'ai pu le dire en aparté, moi je pense réellement que le modèle doit changer, le modèle juridique et économique. Et par contre, effectivement, là, on va pas avoir le choix. Il faut qu'on prenne un virage à 90 degrés. Et en fait, ce virage à 90 degrés, il pourra pas être fait tout seul. On a des petits bras, on sait faire 1 ou 2 trucs, mais très clairement, si on veut rentrer dans la cour des grands, il va falloir qu'on ait un grand qui vienne jouer avec nous. C'est comme ça que ça se passe. T'es toujours introduit par quelqu'un. Donc là, actuellement, nous, ce qu'on cherche, c'est des partenaires lourds qui, on va dire, auraient une volonté de pouvoir scaler le modèle avec nous. C'est-à-dire que, comme on a pu le faire, on va dire, à moindre échelle au Velcro, avoir quelqu'un qui nous apporte son expertise, on va dire, économique et sa vision, et qui puisse, on va dire, nous, on puisse lui apporter nos atouts sous un angle de, voilà, on va dire, plus de performance sociale, impact environnemental, etc. En tout cas, un grand bravo. Moi, j'ai été ravi de pouvoir partager ce moment-là avec toi. Hein. Le titre de l'épisode, c'était l'insertion par les métiers du vélo. Très clairement, tu nous as raconté une très, très belle histoire. Et je pense que le modèle, tu parlais de modèle, ça marche. Voilà. Ça marche. Ce que tu fais, ça a du sens. Ça a des très, très belles valeurs. Nous, avec Camille, on est vraiment ravis de pouvoir commencer cette saison-là, cette saison 1 du podcast Tous en selle, sur la capsule en mouvement, non, la capsule La Roue tourne, pardon, je me perds dans les capsules. La capsule La Roue tourne par ton épisode. Donc, déjà, bravo et merci d'avoir gardé cette vision et de savoir précisément où tu vas. Écoutez, merci aussi à vous parce que c'est grâce à ce genre d'espace qu'on peut donner de la voix à ce type de projet. Et aujourd'hui, sans réseaux sociaux, sans podcast, etc., c'est comme si on n'existait pas. Donc, merci à vous pour l'intérêt. On te souhaite tout le meilleur et on te souhaite plein d'investisseurs qui te contactent dès écoute de ce podcast. Appelez-moi. Sur LinkedIn, on peut te contacter sur LinkedIn. Partout. 06 27 94 87 15. Appelez-moi. Ouh là là, ça va déborder. Un gros merci, Priscilla, en tout cas. Et merci beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur également. Merci. Salut.